Voilà, quand Sorine m'a proposé de participer à sa fondation et de préparer une conférence, j'ai eu l'idée tout de suite de parler du concept de résonance. Et comme il a l'habitude de faire venir des musiciens ou autres, j'ai pensé que Olivier serait très bien pour ça. Parce que... Oui, tu peux. Parce que je trouvais que de parler de résonance après avoir entendu le didgeridoo, c'était tout à fait à propos, parce que je pense que on est un petit groupe, mais vous l'avez tous vécu d'une manière singulière et différente, et en même temps, on ne peut pas séparer notre ressenti, notre émotion du contexte, de l'ambiance, de cette pièce ici, du théâtre, de l'alcool qu'on a bu avant, des liens aussi affectifs déjà qui nous unissent plusieurs d'entre nous, vu qu'on est plusieurs à se connaître, qui fait que chaque expérience émotionnelle, chaque vécu est lié à un contexte et à un environnement. Et c'est un peu de cette notion-là de ressenti, de contexte, d'environnement, de relation, de lien que je vais parler ce soir. Alors, mon souhait, c'est de vous faire partager comment, dans mon parcours professionnel et dans mon histoire, j'ai cherché à pouvoir m'engager auprès des personnes que j'ai aidées dans différents contextes relationnels, tout en pouvant m'engager affectivement, émotionnellement, sans me perdre, sans être dans la confusion, sans être dans une discussion de bistrot, c'est-à-dire pouvoir vraiment entendre l'autre, comprendre, dans l'idée de prendre en soi l'autre, mais en pouvant amener une différence, en pouvant permettre, à travers l'échange et l'écoute, de pouvoir m'engager auprès des autres sans m'y perdre, sans être dans la confusion. Alors, je vais vous parler effectivement du concept de résonance, en suivant la vibration d'Olivier. En prenant pour parler de ce concept, le proverbe qui dit, c'est pas un proverbe, c'est une citation dont j'ai oublié l'auteur, qui dit comme un nain sur les épaules d'un géant. Parce que je pense que quand on a l'idée, l'envie, le souhait de transmettre autant une théorie qu'une expérience, qu'un savoir, c'est important d'être loyal et de se relier aux personnes qui nous ont transmis, donné et aux penseurs qui nous ont précédés. Et que ce concept de résonance, je ne l'ai pas inventé, il ne vient pas de moi, mais c'est un concept qui a été surtout développé par le docteur El-Kaïm, dont j'ai été l'élève et qui m'a permis effectivement de pouvoir m'utiliser dans la relation à l'autre tout en permettant et en étant dans une posture de bienveillance neutre. On parle de psychanalyse de neutralité bienveillante, donc cette idée de pouvoir laisser la place à l'autre tout en étant engagé. Donc, pour vous parler de ce concept de résonance, je dois situer ce concept dans un mouvement postmoderniste qui se situe dans l'après-guerre, qui a participé à ce courant déconstructiviste qui commençait à reconnaître et à remettre en question totalement l'idée de l'objectivité. Donc l'idée qu'il y aurait une réalité qui serait la même pour tout le monde. Alors comme je le disais par rapport à Olivier et son instrument, si vous avez vécu en Australie comme lui ou comme sa femme disent, je pense que d'entendre le didgeridoo, ça résonne en soi différemment que si on n'est jamais allé, si on ne le connaît pas du tout. Donc effectivement, comme je le disais, chaque ressenti, chaque compréhension de ce qu'on vit est liée à son histoire, à la famille d'où l'on vient, au contexte dans lequel on vit, à ce théâtre, à son histoire et aux relations, parce que je fais toujours référence à ça, je ne suis pas du tout intéressé par le foot, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas du tout, mais j'étais amené à devoir, dans des actions de prévention à l'époque, assister à des matchs de foot et me rendre compte que tout à coup je commençais à vibrer avec les gens, puis à être porté par l'euphorie quand il y avait un goal et sentir les frissons. Et je me disais, c'est fou, c'est pas un truc qui me touche du tout, mais le fait d'être pris dans un groupe et de sentir et d'être porté faisait que dans ce contexte-là, je pouvais y trouver un intérêt. Donc effectivement, ce mouvement constructiviste qui a été notamment
dont l'initiateur, je vous dirais le théoricien, c'était Hans von Förster, qui lui on dit que dans son jeune âge, il s'intéressait à la magie. Et il faisait de la magie et il se rendait compte que finalement les gens ne voyaient pas ce qu'ils voyaient. Que c'était très facile de duper les gens. Et qu'en fait, ce que l'on voit serait une construction interne à partir de notre grille de lecture et qu'il n'y aurait pas de réalité, qui serait la même pour tout le monde. Et c'est lui qui est l'initiateur un peu de ce mouvement qui s'appelle le constructivisme, qui dit qu'effectivement la réalité ne serait pas quelque chose qui pourrait être objectivé par tout le monde, mais qui est bien lié au contexte, à l'environnement, et que chacun d'entre nous le reconstruise. Ce qui rend effectivement dès lors la compréhension de l'autre assez compliquée, parce que si j'ai besoin de vérifier la réalité que l'autre me décrit, il y a peu de chances que j'arrive à le rejoindre et à pouvoir l'accueillir dans sa propre réalité. Donc, autrement dit, la réalité, elle n'est pas séparable de celui qui l'observe. Ça veut dire qu'en tant que thérapeute ou intervenant, ce que j'observe n'est pas séparé de moi. C'est-à-dire que ce que je vois ou ce que j'entends de l'autre, je ne suis pas extérieur à ce que l'autre me dit. Donc il n'y a pas d'extraterritorialité. Je l'ai dit. J'ai toujours la peine à dire ça. Essayer de dire extraterritorialité. C'est le champagne. Le champagne a aidé, les bulles ont amené de la légèreté. C'est-à-dire que je suis jamais extérieur à ce que l'autre me dit. Alors, dans ce mouvement du constructivisme et des thérapies familiales, il y a des théories qu'on appelle la théorie systémique, dans lesquelles sont issus beaucoup de praticiens en thérapie systémique, qui considèrent effectivement que chacun d'entre nous faisons partie non seulement d'un contexte et d'un environnement, mais aussi de systèmes, c'est-à-dire par système, on entend un groupe d'individus qui s'organisent entre eux pour arriver à une finalité. Alors, dans une entreprise, c'est assez clair, on met en force des compétences, on s'organise avec des horaires, une manière de structurer le travail pour arriver à une finalité. Mais on utilise aussi cette compréhension du système pour la famille, pour un groupe d'individus. Et en systémique, je ne vais pas vous faire un cours de systémique pour reprendre tous les concepts, c'est un peu compliqué, mais je vais en tout cas en prendre un qui est la non-sommativité, qui dit que le tout est plus que la somme des parties. C'est-à-dire que une famille ou un groupe, c'est plus que la somme des individus qui composent, c'est plus que papa, maman et les enfants. Pour illustrer ça, si vous pensez à H2O, un atome d'hydrogène, 2 atomes d'oxygène, et quand on met ensemble, ça donne de l'eau. Donc on voit bien que l'addition des éléments va produire autre chose. Et donc en approche systémique, ce qui nous intéresse, c'est justement cette production, c'est qu'est-ce qu'on produit quand on réunit du jaune ou du bleu, mais qu'est-ce que ça réunit quand il y a cette interaction entre les personnes. Donc on va parler de la qualité émergente, c'est-à-dire qu'est-ce qui va émerger. Dès lors, la compréhension d'un symptôme chez une personne va être interprétée et comprise pas comme intrinsèque à la personne, comme faisant partie de la personne, mais s'inscrivant dans un tissu de relation. Et qui fait que, on va parler de patient désigné en thérapie familiale, que celui qui a un symptôme, c'est un peu comme le porte-drapeau d'un problème qui est comme la pointe de l'iceberg, qui est visible, qu'on montre, mais en fait ce problème, il naîtrait dans les interactions, à partir de ce qui se vit dans la famille et que quelqu'un serait porteur pour tout le monde. C'est pour ça qu'on va l'appeler le patient désigné, comme un porte-drapeau, et qui va, soit on peut dire dénoncer ou signaler, en tout cas montrer, si j'ai un eczéma, c'est un symptôme d'un problème qui est invisible, qui est dessous, mais celui qui porte le problème au sein d'une famille serait celui qui effectivement montre et dit quelque chose. Je vais essayer d'illustrer par exemple comment, à travers une situation que j'ai légèrement quand même déguisée, par souci et respect de la confidentialité des gens, je vais vous raconter l'histoire de Sylvain.
qui a 20 ans et qui a fait un apprentissage en électricité, mais qui, à terme de son apprentissage, au bout de 4 ans, a déjà échoué 2 années d'affilée les examens finaux. En plus, Sylvain a tendance à fumer des joints, à boire pas mal d'alcool, a été déjà arrêté pour des délits mineurs. Il inverse le jour et la nuit, et donc il crée beaucoup de tensions au sein de la famille qui est composée de son frère et de ses parents. Finalement, tout le monde est d'accord d'aller voir un thérapeute familial parce que ça crée beaucoup de tensions et entre les parents et donc Sylvain, qui n'est toujours pas autonome, qui dépense son argent et qui est un poids pour les parents. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en thérapie, ce qui apparaît, quand on questionne cette famille, c'est que la valeur importante pour cette famille, c'est la solidarité. C'est la chaleur d'être ensemble. Ils racontent comment ils sont immigrés de l'Italie, comment en Italie on vit de génération en génération dans la même maison. Que cette solidarité au sein de la famille, c'est un peu ce qui les différencie des autres. Eux, ils sont ensemble. Donc, tout à coup, on se rend compte que même si ils souhaitent que leur fils Sylvain gagne sa vie, devienne autonome, donc puisse s'émanciper et partir, finalement, ce qu'ils annoncent, c'est que eux, ce qui est le plus important, c'est de rester ensemble. Donc, dans cette perspective-là, on va plus penser le problème qu'incarne Sylvain comme un problème relationnel. Donc on ne va plus dire c'est lui qui a le problème, mais c'est qu'est-ce que signifie au sein de ces relations familiales le symptôme que porte Sylvain et son comportement. Donc le thérapeute, il va pouvoir, on parle de recadrage positif, on pourrait par exemple dire mais Sylvain finalement ton comportement c'est celui qui permettrait, c'est comme si ça permettait à ta famille de garder son identité autour de cette solidarité où ce qui est plus important c'est de manger ensemble, d'être famille, de rester ensemble. Donc l'équilibre familial peut être mis en péril par un changement et un autre des concepts que je vais comme citer de la systémique, c'est le principe de totalité qui dit que quand un élément bouge, tout bouge. C'est comme si vous avez réparé votre vélo quand vous étiez petit puis que vous retendez un maillon de la roue ou de la chaîne, mais je pensais de la roue. La roue du vélo, tu tends un maillon, ça va tendre sur tous les autres, puis ça va bouger partout. Donc, une chose bouge, tout bouge. Donc, l'intervenant, le thérapeute, déjà, rien que le fait de parler et d'être avec une famille, il va déjà provoquer des changements, il va déjà, par sa simple présence, par sa manière d'écouter, par les questions qu'il va poser, il va effectivement faire bouger des choses, mais en faisant bouger des choses, il commence à s'intégrer et à être aussi pris dans ce jeu relationnel. Et si je continue l'histoire de Sylvain, ce qui était intéressant dans le partage et ce qu'il racontait, et merci, pas d'alcool. Ce qui est intéressant dans cette histoire de cette famille, c'est qu'à un moment donné, au sein de la thérapie, le papa raconte devant ses fils et sa femme le décès de sa sœur lorsqu'il avait une vingtaine d'années, quand ils sont arrivés en Suisse, qui est mort subitement d'un accident. Bonjour. Bonjour, prenez plus. Et il parle de cette séparation brutale qu'il n'a jamais vraiment digérée. Et en fait, cet accident est la mort tragique de cette sœur dont il n'a jamais parlé, ni à ses enfants, et qu'ils découvrent et qu'ils écoutent en même temps que moi. Ce que je veux montrer dans cet aveu douloureux du papa et de ce que ça a provoqué dans cette famille, c'est que c'est sûrement pas extérieur aux thérapeutes qui les écoutaient, à moi. Parce que effectivement, dans ma famille, toute séparation, tout deuil, c'est un événement qui est vécu avec beaucoup de gravité, mais qui aussi nous resserre beaucoup. Socialement aussi, c'est très visible par la manière dont on va le ritualiser. Et donc, moi, j'étais extrêmement touché au moment de cet aveu. Et il s'est passé quelque chose entre eux et moi. Et j'ai grandi le contexte, c'est que le cabinet dans lequel j'ai passé, dans lequel se passait cette séance, c'était aussi le cabinet
de quelqu'un qui a aussi vécu la perte d'un frère et dans des situations dramatiques. Et que ce qu'on peut voir à ce moment-là, c'est que si c'est cet aveu-là qui a vraiment bousculé la famille et moi et qui a créé une émotion, on était dans une proximité, c'est que c'est pas par hasard, c'est que moi-même j'étais sensibilisé à cette vibration du deuil et de la mort et de la séparation, comme une terminaison nerveuse. Et la résonance, comme vous l'avez vécu peut-être tout à l'heure avec l'instrument qui vous a peut-être vibré au fond de vos tripes, Olivier m'a demandé, me dit tu veux lequel des trois, et puis c'est vrai que celui-là je le connais bien parce qu'il a souvent joué et il l'a pris chez nous. Puis quand il a joué l'autre qui était très grave, ça m'a touché dans le bas-ventre, ça, oh, j'ai dit, ah ouais, celui-là, parce que là, on était un peu dans l'euphorie, on a bu et tout ça, je pense que j'aimerais quelque chose qui nous ramène un peu plus profond. Et effectivement, la vibration, c'est comme, la résonance, c'est comme une corde qui se met à vibrer entre eux et moi, et sûrement que les éléments en thérapie qui sont retenus par le thérapeute, si c'est ceux-là que je retiens moi quand je suis praticien, c'est pas par hasard, c'est qu'ils ont une signification pour moi. Donc en général, ce qu'on retient, c'est ce qui fait sens pour soi. Donc je refais le lien avec le fait que la réalité n'existe pas, c'est qu'on va construire un discours autour d'éléments significatifs. Donc on va parler de co-construction, c'est-à-dire qu'on est en train de co-construire une réalité commune, et dès lors, le thérapeute qui est avec la famille en phase commence à co-construire une réalité qui fait sens pour eux comme pour moi, à partir de mes éléments communs. Alors, l'intérêt, je dirais, méthodologique, on pourrait dire comme ça pour moi en tout cas, de comment je peux m'utiliser à partir de la reconnaissance que, ah, il me parle d'un décès tragique. Les décès tragiques, chez moi, ça résonne très fort. J'ai aussi fait de l'accompagnement en fin de vie pendant 8 ans. J'ai accompagné des groupes de parole pour les personnes endeuillées. Donc tout à coup, cette thématique qui nous réunit fait que tout à coup, pendant la séance, on était vraiment tous émus, dans un moment de partage assez, où là, on était tous dans les tripes. Et en fait, quand il y a résonance, on sent que tout à coup, on se rejoint, on se reconnaît. Il y a un pont unique, sincère, authentique qui se crée. Alors, si on s'arrête là, le problème, et c'est ce que j'ai pu voir avec cette famille en faisant un raccourci, mais c'est qu'ils n'arrivaient pas à se séparer. Et que moi, dans ce bien-être que je commençais à partager avec eux, j'aurais pu faire durer cette thérapie très longtemps parce que finalement, on était bien ensemble. Et donc, comme El-Kaïm le dit, les personnes en général nous invitent à reproduire avec elles ce qu'elles sont habituées de vivre. Donc, de partir sur l'autoroute à 180 à l'heure avec elles. C'est-à-dire, à tout à coup s'embarquer dans une histoire commune où tout à coup on n'est plus extérieur. On est pris avec, et c'est ça le risque de l'engagement, c'est je m'engage, je suis absorbé et je risque d'être juste un élément de plus qui reproduit ce qu'ils connaissent déjà, donc de ne pas faire la différence. Donc c'est à la fois l'enjeu, c'est paf, je trouve l'endroit où on se rejoint, et dès là, à partir de ce moment-là, c'est comment j'arrive à créer la différence au moment où j'ai identifié qu'on avait une vibration commune. Alors, l'idée, c'est pas forcément d'exprimer et de raconter tout, parce qu'en fait, ce qu'on rencontre en thérapie, c'est que c'est pas forcément la compréhension qui fait le changement, mais c'est le vécu, c'est le fait de pouvoir vivre quelque chose de nouveau. Et pourquoi c'est si important ce vécu? C'est que ce qui fait que c'est si compliqué de changer, mais pour vous comme pour moi, enfin dans la vie, c'est qu'il y a des choses que l'on veut, qu'on annonce vouloir en tout cas, mais qu'on n'y croit pas. Et que finalement, ce qu'El-Kaïm appelle les constructions du monde, c'est-à-dire qu'on a une construction du monde qui se forge à partir d'expériences répétitives et qui fait que si par exemple la séparation est douloureuse et que toute séparation est douloureuse, il y a une croyance profonde qui se dit je ne vais pas recréer une situation identique parce que c'est trop douloureux. Mais par contre, au niveau du discours ou du souhait, on va pouvoir dire je veux que mes fils s'autonomisent, qu'ils grandissent, qu'ils créent leur famille, qu'ils partent de la maison. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'entre ce qui est annoncé et de ce que l'on croit au fond de nous, il y a souvent ce qu'on appelle dans le jargon aussi une double contrainte qui nous sépare nous-mêmes. C'est qu'on veut quelque chose
qu'en même temps on ne peut pas croire. Donc on va se comporter d'une manière telle que ça va renforcer notre construction du monde et donner, j'aurais envie de dire, raison à cette partie qui ne veut pas changer, mais aussi la rassurer, parce que on met en place pour survivre, enfin je veux dire d'une manière, d'une économie, mais qui est vraiment nécessaire, des protections, des armures pour moins souffrir. Et quand on a des répétitions de choses qui nous ont été douloureuses dans la vie, on va s'arranger pour ne plus souffrir à cet endroit-là. Donc on va les protéger. Donc pour les protéger, on ne va pas créer des situations en général où on pourrait souffrir à nouveau. Donc, si je repense cette histoire avec cette famille, le risque serait été effectivement, si j'analysais pas ma résonance, c'est de sentir combien je pouvais m'attacher à eux, comment je pouvais les trouver touchants, mais en finalement de ne pas voir comment la séparation était nécessaire pour respirer, pour vivre, pour pouvoir continuer de se regarder et s'aimer, parce que en fait, en passant les détails, c'était quand même une famille où si on s'aimait si fort, il y avait quand même de la violence, on se cognait aussi, parce que cette proximité avec les enfants qui grandissaient devenait une proximité qui détruisait en fait cette famille, où il y avait un risque d'implosion, parce que on était dans une trop grande proximité. Donc, un des enjeux, en tout cas, qui était important avec eux, c'était de ne pas faire trop durer cette thérapie, même si ça peut accessoirement parfois nous ramener de l'argent, mais c'était comment, en fait, valoriser aussi peut-être effectivement les symptômes du fils qui, par le fait qu'il ne s'autonomisait pas et qu'il ne pouvait pas quitter la maison, permettait de garder cette identité italienne où on reste ensemble, où on s'aime, où on est très proche, et de conserver, malgré l'exil, malgré la migration, des valeurs qui permettaient d'effectivement rester loyal et de pouvoir conserver une identité familiale. Donc déjà, en parlant, on pourra, comment dire, recadrer positivement, c'est-à-dire reconnaître comment ce comportement est acceptable et compréhensible dans le contexte dans lequel il émerge. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment une idée, c'est que si un comportement apparaît dans une famille et un comportement dit problématique, c'est qu'il a un sens, qu'il a une fonction de protection de la famille et qu'il doit être déjà reconnu comme étant acceptable et compréhensible dans le contexte dans lequel il émerge, puisque ce comportement, il n'apparaît pas par hasard. Et qu'à partir du moment où déjà on l'a accepté et reconnu, on peut aussi permettre de vivre quelque chose d'un changement qui soit plus positif. Et là, par exemple, dans cette thérapie, c'était comment on allait se séparer afin que cette séparation se passe bien et qu'il permette de leur faire vivre qu'on pouvait se séparer tout en se respectant, tout en s'aimant et sans tout couper les liens. Alors, par rapport à la résonance, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a toujours résonance. C'est-à-dire quand vous et moi, je pense qu'il y a des choses que je vous ai dit, que pour certaines fois ont fait sens, d'autres pas, qui ont dû vous rejoindre là où il y a cette terminaison nerveuse entre vous et moi, et qui a toujours résonance, mais ça pose pas toujours problème. C'est-à-dire que parfois, la résonance, elle est assez différenciée, on n'est pas trop collé, qui fait qu'il n'y a pas besoin de l'analyser, puis elle passe comme ça, toute seule. Mais parfois, on sent que la résonance risque de renforcer aussi chez moi en tant que thérapeute et de confirmer mes propres convictions et de me figer et de me figer avec la famille et donc de reproduire avec eux, de continuer à reproduire en fait les mêmes schémas et les mêmes comportements. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce soir avec vous. Je suis disposé à répondre à des questions si vous voulez, sinon on va encore écouter Olivier qui va nous faire un bout de didgeridoo et après on va boire et manger, c'est ça le programme? Non, merci. Merci pour ton exposé. Je pense qu'ils ont raisonné, ils étaient en résonance. Là, je pense que les vibrations empêchent de raisonner. Heureusement. Elle a raison. C'est ça le risque. Parce que du coup, on ne raisonne plus. Tant mieux. Parfois. Non, mais Cyrulnik disait qu'un bon psychothérapeute, c'est un psychothérapeute con. Dans le sens de l'idiot de... C'est un très bon thérapeute, mon ami. Non, mais la bonne nouvelle, ils se sont séparés. Qui?
Ah oui, Oui. oui, je sais. Tu sais, de manière dramatique, mais Ils sont séparés. Et c'est là, je rejoins un peu Maurice Berger, qui était mon maître, mon premier maître, qui se joue dans la présence-absence. Mhm. Et cette fausse idée de solidarité, pseudo-solidarité, d'être tout le temps ensemble, fusionnel, c'est mortifère. Bon. Ouais, l'enjeu c'est comment pouvoir garder l'appartenance, se sentir appartenir sans être forcément dans une proximité étouffante. Oui, mais c'était un acte courageux, honnête. Qu'est-ce que tu as fait d'arrêter la thérapie pour éviter la répétition? La répétition. Parce que si tu pensais au portefeuille, tu continuais pendant des années. Si tu pensais à ton ego aussi, mais peut-être la résonance de la famille en question, avec la résonance de ta famille, la résonance de l'autre con, avec tu as pris une décision sans y réfléchir peut-être d'arrêter la thérapie. Non, j'ai réfléchi parce qu'il y avait résonance. Ah, tu as réfléchi. Oui. Entre deux, je me suis dit, là, le danger, c'est que à partir du moment où l'émotion était forte et que j'étais très touché par eux, j'aurais pu rester dans cette proximité et continuer avec eux, d'être juste un membre de plus dans leur famille. Merci. J'ai une question. Oui. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, en tant que thérapeute, on a cette vigilance justement à se dire là il faut que j'arrête. Comment elle vient cette vigilance? Alors là, c'était pas la vigilance, c'était pas il faut que j'arrête, c'est qu'il y a une résonance qui est liée au fait que la séparation est vécue comme douloureuse, donc on se sépare pas. Et ça, c'est quelque chose que je connais très bien. Donc je me suis dit, ouf, là, je risque de reproduire quelque chose avec eux. Et si vu que j'ai beaucoup, bon là je l'ai fait en raccourci, travailler avec eux, comment on pouvait prendre de la distance, se séparer et continuer de s'aimer, de se reconnaître, je me suis dit mais si je continue de les réunir, parce qu'on se voit toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, finalement on vit l'inverse que ce que je suis en train de leur proposer. Donc à un moment donné je me suis dit non là il faut pas continuer. Mais c'était vraiment, c'était pas dans l'idée qu'à un moment donné, enfin, là, le sens de l'arrêt, c'était par rapport à la difficulté qu'ils avaient à pas rester tout le temps les uns sur les autres. Et toi, c'était une question finalement de ton éthique. Là, c'était une question de ton éthique à toi. Oui. Et puis pour provoquer un changement aussi. Mais oui, mais c'est toujours moi la question, qu'est-ce qui fait que tout d'un coup ça réveille ça? Qu'est-ce qui fait que... Bah pour moi, c'est l'analyse de la résonance. Ok. Ouais, non, mais c'est ça. C'est ça pour moi l'intérêt. Je dis, il n'y a pas toujours besoin d'aligner une résonance parce que parfois elle passe et puis elle n'est pas si prégnante et importante. Dans cette situation-là, pour moi, elle réunissait tous les enjeux qu'il y avait de cette consultation. Enfin, j'ai un peu masqué un peu, mais il y aurait d'autres éléments qui pourraient démontrer les enjeux, mais que je ne veux pas parce qu'il y aurait un risque d'identifier la famille. Et je pense que c'est dans toutes les thérapies, on appelle le catharsis, les émotions exprimées, c'est ça c'est là qu'on touche quelque chose qui pourrait amener un changement, parce que c'est ça la psychothérapie. C'est un vécu nouveau. C'est permettre de vivre quelque chose de nouveau pour pas répéter quelque chose. Et le risque, c'est effectivement, peut-être à Elisabeth aussi, le risque parfois, c'est de répéter avec eux ce qu'ils connaissent déjà. Donc on renforce leurs croyances et on renforce les nôtres. Parce que on est aussi fait, c'est ce que je disais au début, c'est qu'on est aussi fait nous d'une histoire, d'un vécu, et qu'on n'est pas neutre du tout. Et qu'on est ni lisse ni neutre, qu'on a nos souffrances, nos blessures. Ce qu'il y a aussi, c'est que tu pourrais ne pas l'avoir. C'est ça qu'elle aussi, par rapport à comment tu fais pour le voir, mais qu'est-ce qui fait que là, elle était peut-être relativement évidente, mais on peut se dire que peut-être dans certaines situations, tu pourrais ne pas la voir. C'est-à-dire que si ça avait été une autre personne que moi qui aurait suivi, par exemple, cette partie, cette famille, sûrement que ce serait raconté, co-construit autrement, c'est-à-dire que c'était peut-être pas du tout autour du deuil, de la séparation, parce que
comme je dis, on n'est jamais extérieur et la terminaison nerveuse d'une autre personne aurait été touchée par d'autres. Mais ça ne veut pas dire, quand je dis la totalité un élément bouge, tout bouge, que si ça avait été quelqu'un d'autre, qui avait été touché par d'autres éléments de cette famille, qui aurait discuté, amplifié, scénarisé d'autres aspects de cette famille, on serait parti sur une autre porte d'entrée, mais peut-être arrivé au même endroit, peut-être avant, peut-être après, je ne sais pas. Mais c'est comme si je veux déplacer cette bouteille, je peux appuyer là pour la déplacer, mais je peux aussi appuyer là. Moi, j'étais sensible à ce qui se passait là, j'ai appuyé là. Mais peut-être toi, tu aurais été là, tu aurais appuyé là. Après, le dénouement, on ne peut jamais savoir, effectivement, à l'avance. Moi, ça me pose une question, c'est la question de notre, j'ai envie de dire, de presque de notre responsabilité à nous quand on est dans l'accompagnement. Alors ça, c'est l'éthique, effectivement. Oui, c'est la position éthique, mais... Ça fait forcément écho, moi, la question d'éthique. Mais c'est pour ça que je disais que ce concept, pour moi, il est si important pour moi, c'est que par rapport à mon éthique, mais parce que je pense que nos cadres de référence théorique, on les choisit aussi par rapport à son propre histoire, c'est que ce cadre de référence théorique me permet à la fois de m'engager, c'est-à-dire à prendre le risque d'être touché. Parce que quand même, l'enjeu, c'est jusqu'où je peux être touché sans perdre cette neutralité bienveillante, sans perdre cette éthique, mais comment je peux à la fois m'engager, tout en ayant cette éthique de se dire qu'est-ce que je fais. Le premier pas dans l'éthique, le premier niveau, ne pas faire à l'autrui ce que tu n'aimes pas. Ouais, mais c'est pas toujours facile de savoir ce qu'on n'aime pas. Ouais. Mais la responsabilité, moi, je suis assez circonspect avec la responsabilité du thérapeute, du médecin. C'est pour ça que j'admire les artistes qui laissent la censure et ils ne s'occupent pas des responsabilités. Ils laissent parler leur vibration. Parce que la responsabilité, oui, c'est pour l'individualisme, finalement. On est responsable de soi-même, éventuellement de nos enfants. Mais c'est tout. C'est pas parce que tu es médecin ou thérapeute ou psychiatre ou psychologue que tu es responsable de comment la famille s'est construite, pourquoi la tour de Pise. En fait, je suis d'accord avec toi, parce que si je pars en me disant que je suis responsable de la bonne évolution des choses, je suis perdant parce que je veux quelque chose. Donc si je veux quelque chose, je suis perdant. Par ailleurs, ce que je pense, il y a différents niveaux. Pour moi, si les gens me donnent leur confiance, j'ai un bout quand même de responsabilité par rapport à la confiance qu'ils me donnent, de ne pas en abuser ou d'utiliser mon pouvoir. Donc ça, il y a un enjeu. Si la confiance te touche, tu émanes les mêmes vibrations. Et puis, une des choses, je sais que Lévinas disait que l'éthique, c'était faire passer les autres avant soi. Lévinas disait, l'éthique, c'est faire passer les autres avant soi. Et je trouve que moi, ça me va quand je suis dans une séance de thérapie, parce que j'ai un cadre que je maîtrise, que je pose, et puis à ce moment-là, je peux faire passer les autres avant moi. Dans la vie privée, non, parce que là ça devient trop compliqué. Je trouve que là, je me fais tordre à tous les coups. Si je fais passer les autres avant moi dans ma vie privée, je me fais tordre. Par contre, en thérapie, je peux, parce que j'ai le cadre que je pose, que je clarifie, qui me permet, quand il est posé, de d'un coup laisser une vraie place à l'autre et de pouvoir m'effacer un bout, mais tout en ayant effectivement la conscience de mes résonances et de les analyser quand je sens qu'elles pourraient me prendre au piège et piéger l'autre. Donc c'est à ce niveau-là. Moi, je suis d'accord avec toi, mais c'est mon éthique, c'est là, il y a un risque que je me fasse piéger, que je piège l'autre, et je veux pas qu'on se piège ensemble, puisque c'est bien une co-construction et d'un coup une réalité qu'on construit ensemble. Donc comment je fais pour pas qu'on se piège ensemble? Donc ce serait un peu ça mon éthique, c'est comment je fais pour pas me laisser piéger et pas les laisser piéger, les piéger dans une répétition éternelle. Mais là, du coup, par rapport à la famille, est-ce que ça a servi à la séparation, le fait d'avoir interrompu Ce qu'elle dit, c'est que la famille, elle s'est séparée. Parce qu'au moment de la rupture, enfin, quelques mois après, il y a eu des événements qui ont aussi fait que... Ouais, en l'occurrence, actuellement, ils sont plus avec eux ensemble. En tout cas, pas les parents et les enfants. Et la solidarité a été maintenue? Alors, oui. Oui. Non, parce que,
En fait, le duo parfait que l'on fait, quand j'ai dit un nain sur l'épaule du géant, vous avez compris que le géant c'est lui et moi le nain. Non, oui, c'est ça. Ah non, on n'avait pas compris. Moi, je croyais que tu faisais la différence. Je fais référence à Escaillon, mais c'est juste le gag là, parce que non, c'est-à-dire que Sorine, quand il a en consultation des personnes individuelles qui pensent qu'il y a quand même que le patient il pourrait être justement ce porte-drapeau-là, souvent il propose à la famille si il serait intéressé à commencer une démarche de thérapie familiale. Donc souvent, je veux dire, on suit des situations ensemble. Donc, comme il a continué de suivre le Sylvain, qui n'avait pas exactement la compétence, mais qui était porteur du symptôme, il sait ce qui s'est passé. Oui, mais c'est le concept de l'enfant symptôme. Ouais, Il est très connu. Et c'est dans toutes les familles, il y a un enfant symptôme. Le brebis noir, le mouton noir. Mais donc, est-ce que le drame aurait pu être évité avec... Je pense que c'était dramatique, mais pas autant. Une sorte de opérette italienne. C'était dramatique. Mise en scène. Dolce. J'ai juste une réflexion par rapport au rôle du thérapeute dans ce système. Est-ce que le thérapeute va mettre en évidence, mais est-ce que par rapport au système, s'il n'y avait pas eu l'intervention d'un thérapeute, est-ce qu'à un moment donné, il ne serait pas arrivé au même aboutissement Ça, c'est impossible de savoir. Mais c'est comme dans tout, je veux dire, on ne sait jamais aussi. Moi, je ne peux jamais m'attribuer les résultats positifs d'une issue, quelle qu'elle soit, parce qu'on ne sait jamais quels éléments ont permis de. C'est vrai qu'il faudrait pouvoir. C'est comme l'effet papillon qu'il faudrait revenir en arrière. C'est justement par rapport à ça, parce que je me dis qu'on est intégré dans plein de systèmes, puis qu'à partir du moment où on commence à réagir dans un des systèmes, justement il y a l'effet papillon, puis comment on va fonctionner dans les autres systèmes qui nous entourent, parce que la vie quotidienne, la vie de tous les jours, c'est un imbroglio de systèmes. Alors là, ce qu'on dit en tout cas en systémique, c'est que chaque groupe d'appartenance pour dire un autre mot du système, c'est-à-dire si au travail, je suis perçu, je fais partie d'un groupe qui est organisé et dans lequel je vais occuper une place qui ne sera pas forcément la même qu'à la maison, que dans mon couple, que dans la famille, et que dans chaque groupe d'appartenance, ça se réorganise et qu'on est sculpté différemment. Je prends un exemple, si je suis très bon en informatique, que dans le boulot dans lequel je vais, on va m'utiliser pour ses compétences, je suis valorisé, je me sens reconnu pour ses compétences. Je change de boulot, j'arrive dans une boîte où il y a déjà quelqu'un qui est reconnu comme la personne ressource en informatique. Moi, je vais perdre cette compétence. Je ne vais plus être valorisé pour celle-là. Donc, dans chaque groupe, j'ai un plus et dans d'autres, j'ai des moins. Parce que le groupe, et c'est pour ça que tu disais, bon, le mouton noir, on dit aussi frère curé, frère voleur, c'est-à-dire qu'on ne peut pas occuper une place qui est déjà occupée. Donc, dans chaque groupe, ça serait injuste et on va occuper une autre place. Donc, dans certains groupes, on va nous vivre comme le spécialiste en informatique, dans d'autres comme le commis de service, mais ça serait aménagé. Et c'est pour ça qu'on dit que plus on a de groupes d'appartenance, plus on va développer de compétences et plus on a de ressources. Et qu'en cas de coup dur, on a la possibilité, si j'ai un coup dur dans la famille, de pouvoir continuer de garder une bonne estime de moi, de pouvoir jouer d'autres rôles dans d'autres groupes. Et ce qui fait que dans les gens qui appartiennent à très peu de groupes, au moment où ça se passe mal dans la famille, si on puisse en travailler ensemble, puis on est dans un restaurant, puis on est tous ensemble, je n'ai pas d'étayage, je n'ai pas d'autre rôle, et je suis cantonné à ce rôle-là, et je peux effectivement... Alors ça c'est Léon Burgère, j'aime beaucoup, il différencie vivre et exister. Il dit, la vie c'est biologique, on nous donne une vie, on vient au monde avec la vie, il y a différentes choses, puis elle va nous assortir, on va mourir un jour, ça c'est fait. La vie c'est biologique. Mais le sentiment d'exister c'est complètement autre chose. Le sentiment d'exister, il est lié aux relations. C'est-à-dire déjà la première relation indispensable, c'est celle entre la fusionnelle, qui est une première figure d'attachement, qui est souvent la mère. Donc la mère, qui dit, sans cette première expérience-là, déjà on meurt. Donc il faudrait dire que la fusion c'est mauvais, parce que la fusion on en a besoin, en tout cas à certains moments on en a besoin, puis qu'on a besoin de ces relations. Donc ce qui me donne le sentiment d'exister, c'est la relation. Et l'autre, c'est le sentiment d'appartenance. D'où, par exemple, dans cette famille, c'est cette appartenance, il faut y travailler ensemble en plus. C'est de travailler, c'est le sentir appartenir. Mais si j'appartiens qu'à un groupe,
quand ça se passe mal dans ce groupe, j'ai mon sentiment d'exister qui s'effondre. Et là, ça peut arriver à des phénomènes de dépression parce que tout à coup, je ne me sens plus exister. Et que ce sentiment d'exister, il est vraiment lié à ces différents groupes d'appartenance. D'où l'importance d'étayer, d'avoir un groupe d'appartenance autour de Sorine et ses différences, moi et et puis de développer différents groupes d'appartenance. Tu sais, elle est gratuite, la conférence. Elle est Gratuite. Elle est gratuite. Non, mais si tu dis que si un élément bouge, tout bouge, ça ne bouge pas que dans le système familial. Ça bouge partout. Alors, c'est ça. Enfin, c'est ça que tu disais aussi également. non, alors pas. Alors, comment? C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'une famille, si tu travailles, si par exemple je sais pas, la maman décide de faire une thérapie, le fait qu'elle va faire une thérapie, qu'elle va se positionner après différemment dans la famille, et puis qu'elle va envoyer péter son mari, du coup ça va provoquer quelque chose dans le couple. Mais le fait que le couple bouge, ça va aussi faire bouger les relations entre les enfants et les parents. Par contre, ce n'est pas transposable de la même manière. Ce que tu vis au niveau individuel au sein de la famille, ça ne va pas forcément avoir un impact sur tous tes collègues. C'est à l'intérieur du même système quand un élément bouge, tout bouge. Mais l'interférence entre les systèmes, selon les interactions, soit il y a beaucoup d'interactions entre les systèmes, oui. Je veux dire, entre la famille d'origine puis la famille élargie, je veux dire, entre tes oncles, les tantes et ta famille, s'il y a un clash, ça peut avoir des répercussions, parce qu'il y a de l'interaction. Mais s'il y a peu d'interaction avec les différents groupes d'appartenance, il n'y aura pas d'effet qui va bouger. C'est-à-dire que, mais par contre, si mon groupe de travail, je travaille en famille, effectivement, alors là, il y a beaucoup d'interactions avec la famille, donc là, oui. Mais sinon, si ta famille ne connaît pas du tout ton travail, si tu fais quelque chose avec des membres de ta famille qui n'ont aucune interaction avec ton travail, peut-être tu seras un peu moins bien au travail. Mais on ne va pas te regarder comme celle qui a des... Par exemple, je prends un exemple. Tu conflictualises quelque chose dans ta famille. Dans ta famille, on va te vivre comme celle qui fout la merde. Donc tout le monde va te regarder comme ça. Et puis après, si dans la famille, ils vont dire à ta tante, oui, Dominique, elle a fait ça, même les autres membres de la famille vont te regarder comme celle qui a foutu la merde et ils vont avoir de la méfiance. Mais au travail, s'il n'y a pas d'interaction, ils ne vont pas, quand tu commences à te regarder autrement, ils ne vont pas le savoir. Donc toi, tu vas pouvoir, au boulot, dire, ouf, là, on ne voit pas comme celle qui fout la merde, parce que je ne l'ai pas foutu là. Tu vois. Alors c'est s'il y a de l'interaction qu'un élément bouge, tout bouge. Quand il n'y a pas d'interaction, ça marche pas comme ça. Non, on ne considère pas, tu ne considères pas le fait que tu fais bouger les trucs dans ta famille, plus ou moins volontairement, et parce que tu vas par exemple en thérapie, fait que finalement ta position elle change partout. Alors, c'est ce que j'interrogeais aussi, c'est que l'individu, comment dire, dans ce que tu définis, il y a différents systèmes, il y a un jeu de rôle qui se met en place, mais l'entité individu, à partir du moment où on la bouscule dans un des systèmes, à mon avis, il y a systématiquement une interaction de l'individu dans les autres systèmes qui va commencer à les interroger et puis fonctionner, adapter son jeu de rôle. Ouais. Je ne pense pas qu'on peut délier les choses. C'est des histoires, je vais dire, de niveau et de degré, parce que effectivement, si tu positionnes différemment dans un des milieux, peut-être que ça va te renforcer et te permettre de te positionner différemment dans ton milieu professionnel, donc le fait que tu te modifies différemment, positionnes différemment. Mais parfois, ce n'est pas toujours le cas. Il n'y a pas d'enjeu au travail où tu as besoin de te positionner différemment. Mais parfois, oui, des fois, c'est ça. Mais les vases communicants ont lieu quand il y a relation et communication. Il faut qu'il y ait des liens. Il n'y a pas toujours. Des fois, il y a. Je ne sais pas si j'ai répondu. Mais par exemple, dans la théorie de Virginia Satir sur le pantalon relationnel, l'idée de transposer la position, elle existe quand même. C'est-à-dire que dans la communication, il y a un mode de communiquer, de faire, d'agir, qui se transpose ensuite dans toute expérience de groupe, ou du moins un positionnement qui se reproduit. Virginia Satir, oui, elle va dire si tu as une position de victime partout, si tu incarnes dans ta vie une position de victime, tu l'auras un peu partout. Si tout à coup tu travailles sur ta position pour changer ta position de victime, puis que tu n'es plus dans ta famille, puis que ça passe, du coup tu vas l'essayer au travail, le fait que tu vois, parce que l'enjeu il est personnel et c'est toi qui veux changer. Mais tu peux vivre un deuil dans ta famille et
bousculer puis être touché, mais tu ne vas pas forcément le faire dans ton milieu professionnel parce que tu n'as pas envie qu'on te voie dans cette dimension-là. Et tu ne vas pas forcément vouloir qu'il y ait ce changement et tu ne vas pas forcément changer de posture. Tu vois ce que tu veux dire? Oui, c'est un contexte théorique, là, l'histoire de voilà, du contre-la-bonne. Mais après, ça dépend, qu'est-ce qui est en mouvement, qu'est-ce que tu changes dans ta position qui va se comporter. Non, parce que ça me fait penser à des systèmes complètement dingues, mais tu sais, l'histoire de ce mec Jean-Claude Roman, là, qui avait une vie tout à fait normale dans sa famille. Non, je connais pas. C'est une histoire un peu dingue, c'est un type qui avait une vie normale, enfin, entre guillemets normale, qui se faisait passer pour un médecin à Genève. À Genève, c'est Ouais, et qui a vécu toute sa vie, enfin dans sa famille, il était vécu comme un médecin qui réussissait, etc. Et en fait, il avait raté ses études de médecin. Il l'a jamais dit. Et donc en fait, là c'est intéressant parce que c'était dans la famille, dans la cellule familiale finalement, il avait une vie était reconnu, validée, etc. Et donc en fait, bien entendu, il y avait un problème de revenus. Donc pour gagner de l'argent, il avait piqué de l'argent, enfin à toute la famille, etc. Et quand ça commençait à se découvrir, il a tué toute la famille. Ah oui, non, c'est une histoire. Voilà. Là, c'est un petit peu singulier, mais c'est intéressant. Parce que... Ce que je trouve intéressant, c'est le fait que lui, dans sa famille, en fait, rien ne bougeait. Quoi. Et alors, psychiquement, bien entendu, on peut imaginer tout ce que... mais je trouve ça intéressant, c'est de se dire, tiens, voilà, il y avait quelque chose qui était maintenu dans un environnement familial et qui fonctionnait. Quoi. Ah ouais. C'était juste ce côté où, tiens, à quel endroit ça se joue aussi. Quand on n'est pas bien dans la famille, on n'est pas bien nulle part. C'est tout ça. Pas si simple que ça, parce que parfois on peut avoir des relations assez sympathiques et épanouies au boulot, puis du coup on rentre moins souvent à la maison parce que ça se passe mal avec ma femme, les enfants ils ne me respectent plus, je dis quelque chose, ma femme leur dit ouais, mais... Et du coup j'ai plus d'autorité, donc qu'est-ce que je fais en sortie du boulot? Boire une bière avec mes copains parce que là je me sens bien, puis là je me sens moins remué. Alors c'est ce qui me permet de me sentir bien. Puis comme j'ai des copains, là je suis bien. Donc c'est pas. Alors bien sûr, ça dépend à quel niveau vous dites. On peut être malheureux au fond de nous. Je suis malheureux partout, mais on peut dans certains groupes se sentir bien. On peut se sentir jugé dans la famille, mais au boulot d'être reconnu pour ses compétences. Le fait que je suis reconnu pour mes compétences parce que je suis un très bon menuisier. Quand je suis au boulot, là je suis quelqu'un. Mais quand je suis arrivé dans ma famille, comme ma famille voulait que je fasse des études universitaires, je suis un vaurien. Et là, je vais me sentir nul. Mais heureusement, quand je suis menuisier, là, on dit que c'est quelqu'un de bien. Et c'est ça qui fait que, au niveau de l'estime de soi, de sentiment d'exister et de sentir quelqu'un, en général, plus il y a de groupes, plus on va nous regarder différemment et qui va faire qu'on va plus ou moins se sentir bien. Après, je suis d'accord avec vous, c'est que si on est vraiment mal, on traîne... basket partout. Merci.